Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu d'où vient notre loi normale centrée réduite, que je noterai n de 0,1. Et on va surtout construire un petit peu cette loi. Vous allez voir un petit peu comment on arrive à cette loi-là. Alors, le contexte, en fait, cette loi, elle s'appelle loi normale parce qu'elle me permet de modéliser un certain nombre de phénomènes naturels qui sont très fréquents. D'où son nom, loi normale. En fait, c'est une loi qui va permettre de modéliser des phénomènes qui sont en fait qui résultent de l'addition de plusieurs causes indépendantes. Alors, par exemple, si vous mesurez le taux de cholestérol d'un individu, eh bien, et vous le faites sur plein d'individus dans une population, eh bien, vous allez obtenir des résultats qui vont s'approcher de cette loi normale. Si vous regardez la production laitière dans un troupeau, si vous faites des erreurs de mesure dans une expérience, la taille d'un individu, des erreurs de mesure aussi liées à, par exemple, une expérience en physique, chimie, etc. Donc en fait, c'est une loi qui va être très présente en fait dans, entre guillemets, le quotidien. Elle va avoir beaucoup d'utilisation, notamment dans toutes les analyses médicales. Donc c'est une loi qui sera très très utilisée par tous ceux qui veulent aller en médecine. Donc c'est très important que vous compreniez bien d'où elle vient et comment on la modélise. Voilà, alors je voudrais que vous affoliez pas parce qu'on va mettre en place les choses dans plusieurs vidéos. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et après, dans la pratique, quand on va l'utiliser, vous allez voir, ça va être très simple. Donc accrochez-vous, essayez de bien suivre les explications, quitte à revoir plusieurs fois les vidéos. Mais c'est important que vous compreniez bien comment ça marche. Alors, pour construire et arriver à cette loi normale, on va en fait partir de la loi binomiale. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir un petit peu comment marche cette loi binomiale et on va faire des observations. Alors, je vais utiliser une variable aléatoire que je vais appeler x, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, on va dire, de paramètres 10 et 0,2. Alors, on va rappeler un petit peu ce que ça veut dire. Donc, si x est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, je vous rappelle que la loi binomiale, elle est construite de la façon suivante. Vous avez une expérience aléatoire à deux issues, succès ou échec. La probabilité du succès pour cette loi, c'est 0,2. Et donc, la probabilité d'avoir un échec à chaque expérience, elle est de 0,8 dans cet exemple. Et puis, on va répéter cette expérience aléatoire à deux issues 10 fois ici. Donc 10 fois dans des conditions indépendantes, cette expérience a deux issues. Ok, x est notre variable aléatoire qui va compter le nombre de succès sur ces 10 répétitions. Donc ici, les valeurs possibles que peut prendre x, ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soit dans nos 10 répétitions, on n'a pas de succès, soit on en a un sur les 10, soit on en a 2, etc. Soit on en a 10. Alors, pour chacune des valeurs de x, ici on a une variable qui est discrète, on va pouvoir calculer la probabilité que x prenne cette valeur, 0. On va pouvoir donc calculer la probabilité que x est égal à 0. On va pouvoir calculer la probabilité que x est égal à 1. Et on va pouvoir calculer la probabilité que x prenne chacune des valeurs qui est là. Comment ça marche? Alors, je vous rappelle que la probabilité que x soit égal à un entier k, c'est k parmi n. Donc ici, n c'est 10, pardon, k parmi 10. Ça donne le nombre de façons d'obtenir k succès parmi les 10 répétitions. C'est le nombre de chemins dans notre arbre pour lesquels on a k succès sur les 10. Fois la probabilité du succès, ici 0,2 à la puissance k, fois donc probabilité de l'échec 1 moins 0,2, je mets tout de suite 0,8 à la puissance 10 moins k. Alors sur mes deux exemples, si je reprends probabilité que x égale à 0, c'est 0 parmi 10, 0,2
puissance 0, ça fait 1. Et fois 0,8 à la puissance 10. Probabilité que x égale à 1, c'est 1 parmi 10 fois 0,2 puissance 1 fois 0,8 à la puissance 9, etc., etc. On peut toutes les calculer comme ça. Et puis, plutôt que de le faire à la main, moi, j'ai demandé à Excel de le faire pour moi. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de vous filmer mon écran. Hein. Donc, j'espère que ça va, que ça brille pas trop. Donc, comment on fait? On met les valeurs de x dans la première colonne. C'est ce que j'ai fait ici, de 0 jusqu'à 10. Et en face, je demande à Excel de me calculer la probabilité que x soit égal à la valeur qui est ici. Comment vous faites ça? Si vous voulez essayer de le faire vous, hein, vous écrivez dans la cellule donc, qui est ici en face de votre valeur, égale loi.binomial, la valeur que vous voulez donner ici à x, donc elle est en A1 pour moi, vos paramètres, n, p. Alors le faux qui est ici, en fait, il vient indiquer si on cumule ou si on ne cumule pas les valeurs depuis la valeur de x, pardon. Alors, je m'explique. Si vous voulez calculer, par exemple, probabilité que x est égal à 3, vous allez mettre faux. Si vous voulez calculer en face de 3 la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, vous mettriez true, vrai, ici. Vrai, puisque c'est en français, pardon. Ok, alors ce qui va être intéressant, c'est d'observer la répartition des probabilités de cette loi. Pour ça, j'ai dessiné un histogramme qui permet de visualiser en fait la probabilité que x soit égal à chacune des valeurs. Alors vous voyez que la probabilité que x soit égal à 0, elle est un petit peu au-dessus de 0,1. Ici, on a la probabilité que x égale 1, probabilité que x égale 2, qui est la plus grande. Et après, ça rediminue. Et voilà, là, on a quasiment des probabilités nulles hein, pour x entre 6 et 10. Alors, vous pouvez faire la même chose en fait avec GeoGebra et ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire évoluer un petit peu les paramètres de notre loi. Alors, GeoGebra, le truc, c'est qu'il va vous faire un histogramme avec des largeurs qui sont de 1 en fait. Hein, donc, P de x égale à 0 se trouve en face du 0, mais il a mis une largeur. Normalement, il n'y en a pas si on veut être rigoureux. Donc, il nous fait un histogramme. Voilà. Donc, j'ai n égale 10 et puis P égale à 0,2. C'est ici. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir un petit peu changer de valeur pour P et puis regarder ce qui se passe. Alors vous voyez, ça décale un peu mon histogramme et vous avez un histogramme qui va être symétrique quand vous avez une probabilité de succès qui est de 0,5, logique. Si la probabilité du succès elle est plus proche de 0, ça veut dire que vous allez avoir à chaque étape moins de chances d'avoir des succès que des échecs pour chaque expérience. Et du coup, sur vos 10 expériences, vous allez avoir plus de chances d'avoir un nombre de succès sur les 10 qui est autour de 0, 2, 3 que de 10. Par contre, si vous augmentez la valeur de la probabilité du succès à chaque expérience, vous allez avoir un nombre de succès sur les 10 qui va être plus élevé. C'est logique. Donc ça, c'est déjà intéressant d'observer ce qui se passe si vous avez un P qui change de valeur. Donc, si P est petit, vous allez avoir un histogramme qui va être plutôt centré, regroupé autour des petites valeurs. Donc, nombre de succès sur les 10 qui est plutôt faible. Et si vous avez une probabilité de succès à chaque étape qui est élevée, votre cumul du nombre de succès, qui est donné par x, va plutôt être un nombre proche de 10. Voilà, ça c'est une première observation à faire. Ok, donc nous, ce qui va surtout nous intéresser, donc c'est bien que vous l'ayez observé ça une première fois, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passe si on augmente le nombre de répétitions. C'est ça qu'on va faire dans la suite. Alors, ce qui est important d'avoir bien repéré, c'est que là, on a un histogramme qui nous donne la distribution des probabilités. C'est-à-dire que pour chaque bâton, si on veut, ou chaque rectangle, on a visuellement la probabilité que x soit égal à la valeur qui est en dessous. Donc, si je prends ce rectangle plus haut, là, ici, il correspond à la probabilité que x soit égal à 8. Et puis, on a notre échelle hein, qui est en face. Donc, chaque rectangle correspond à la probabilité que x prenne la valeur qui est en dessous. Et là, x va de 0 à 10, donc on aura nos 10 rectangles. Il y en a qu'on n'aperçoit quasiment pas parce que la probabilité est nulle. Donc ça, c'est très important pour ce qui va suivre. Okay.
Donc je m'arrête là pour cette première vidéo parce que ça fait déjà 10 minutes. Je vais continuer dans une deuxième vidéo.